Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce mercredi 9 octobre. La Turquie a lancé son offensive militaire contre les milices kurdes dans le nord de la Syrie, une opération aussitôt condamnée par l'Union européenne. Ankara entend chasser de la frontière les Kurdes qu'il considère comme un groupe terroriste. En Allemagne, une fusillade a eu lieu en pleine rue à Halle, dans l'est du pays. Une synagogue semble avoir été visée, ainsi qu'un restaurant turc. Il y a des victimes. Le parquet antiterroriste est saisi. En France, l'ouverture du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les associations mettent la pression sur les États pour qu'ils maintiennent leur contribution afin d'éradiquer ces maladies. On retrouvera sur place à Lyon Guillaume Petit. Notre reportage du jour nous conduira en Russie où notre correspondante a enquêté sur le combat mené contre l'alcoolisme, véritable enjeu de santé publique dans le pays. Vous verrez comment des commerçants et surtout le marché noir contournent la loi, notamment via Internet. Et puis à la fin de ce journal, on s'intéressera à un peintre pas comme les autres, Congo, le chimpanzé qui avait peint de nombreux tableaux dans les années 50, dont certains ont séduit Picasso. Certaines de ses œuvres vont être mises aux enchères. Bienvenue, on savait, l'offensive militaire turque imminente. Elle a officiellement débuté aujourd'hui dans le nord de la Syrie. L'annonce a été faite par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Objectif de cette opération, empêcher que les Kurdes s'installent à la frontière, zone d'où ils ont chassé l'État islamique. Les Kurdes qui se sentent aujourd'hui trahis par les États-Unis. Le point avec Audrey Tilve. Elle était annoncée depuis des jours. L'offensive turque dans le nord de la Syrie a commencé. Les chasseurs turcs ont frappé la ville de Ras Al Ain et les tirs d'artillerie ont visé des villages de Tal Abyad à une centaine de kilomètres plus à l'ouest. La Turquie entend chasser les miliciens kurdes des zones proches de sa frontière. Le président Erdogan s'est même fendu d'un tweet. Les forces turques et l'armée nationale syrienne ont débuté l'opération Source de paix dans le nord de la Syrie contre les terroristes des YPG et de Daesh. Les YPG, ce sont ces combattants kurdes qui ont contribué à la défaite militaire de l'État islamique en Syrie. Mais Ankara les considère comme des terroristes et ne veut pas d'un territoire autonome kurde à ses portes. Lâchés par les Américains qui ont évacué la zone, ces miliciens en appellent aujourd'hui à la communauté internationale. Le monde connaît les raisons de l'attaque dans le nord-est de la Syrie. Nous appelons donc les organisations des droits de l'homme, les pays démocratiques, l'Union européenne et les Nations unies à prendre position contre cette attaque de la Turquie. Tous ceux qui ne prendront pas des actions seront considérés comme des soutiens de cette offensive. Comme le redoutaient les Nations unies, les civils ont commencé à fuir. La portion de territoire dominée par les milices kurdes est devenue une administration autonome de facto, ce que le régime syrien voit lui aussi d'un mauvais œil. L'actualité est marquée aussi par cette fusillade en pleine rue à Halle, ville de l'Est de l'Allemagne. Une synagogue et un restaurant turc ont notamment été pris pour cible. Il y a des victimes. On fait le point avec Maxime Duplan. Calmement, l'assaillant épaule son arme, vise et tire, et ce, à plusieurs reprises. Au moins 2 personnes ont été tuées lors de cette fusillade en Allemagne. Les coups de feu ont été tirés devant une synagogue de la ville de Halle, dans le centre-est du pays. Et une grenade aurait aussi été lancée dans un cimetière juif, se trouvant à proximité. À l'intérieur de la synagogue se trouvaient des dizaines de personnes fêtant Yom Kippour, mais le tireur n'a pas pu entrer dans l'édifice. Sa cible, ensuite, a été un restaurant turc, à 600 mètres de là. Une vieille femme a dépassé le magasin et derrière elle, un homme avec un casque et portant des vêtements de l'armée est arrivé avec un fusil à la main et un masque anti-tempête. Et il avait ce qui ressemblait à une grenade à la main ou un pétard. Il a essayé de le jeter dans le magasin, mais il a rebondi sur le cadre de la porte et est tombé directement devant la vieille femme avec une détonation très forte. Alors l'homme a soulevé le fusil et a tiré. Après la prise en chasse de sa voiture par la police, l'auteur présumé des coups de feu a été arrêté.
Le tireur s'est alors enfui dans une voiture. La police a pu retrouver le véhicule qui a été arrêté à l'extérieur de la ville. Et la police a arrêté un suspect. Les cibles du tueur ayant été une synagogue et un restaurant kebab, on pense tout de suite à l'extrême droite allemande dont plusieurs éléments violents se sont réveillés ces dernières années. C'était l'ouverture aujourd'hui à Lyon, en France, du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Des maladies qui continuent de faire de nombreuses victimes dans le monde, d'où la nécessité de continuer à recueillir des fonds pour éradiquer ces épidémies. Des représentants de nombreux pays ont fait le déplacement. On retrouve sur place à Lyon Guillaume Petit. Guillaume, l'objectif est de récolter 14 milliards de dollars. Alors cet objectif peut-il être atteint ? Oui Julien, alors les contributions financières de tous les États seront annoncées demain en présence d'Emmanuel Macron. Mais en attendant, en ce premier jour du Fonds mondial, du côté des organisations de lutte contre le sida, c'est le pessimisme qui prédomine. Elles ont rencontré le chef de l'État hier à l'Elysée et aujourd'hui elles craignent que le compte n'y soit pas et que l'objectif de 14 milliards de dollars ne soit pas atteint. L'une d'entre elles a organisé un happening géant ce matin devant le centre des congrès avec un ballon gonflable géant sous la forme d'une pilule de médicaments et ce slogan qui était scandé par les manifestants: Sida, combien de morts encore? Il faut dire que les chiffres sont saisissants. 1,7 million de personnes ont été contaminées par le VIH en 2018 et des centaines de milliers de personnes meurent encore du paludisme ou de la tuberculose chaque année. J'ai rencontré la ministre de la Santé Agnès Buzyn cet après-midi et je lui ai demandé si cet objectif de 14 milliards de dollars était atteignable. Voici ce qu'elle répond. Alors c'est un objectif ambitieux, 14 milliards de dollars, c'est plus que ce qu'avait recueilli la 5e conférence de reconstitution au Canada, et donc nous espérons l'atteindre. Nous mettons toute notre énergie, le président de la République française notamment, son réseau d'ambassades, pour motiver tous les pays donateurs, et l'on se souvient que le Canada, le Royaume-Uni, l'Union européenne avaient augmenté leur contribution il y a 3 ans et nous espérons qu'ils augmentent de nouveau leur contribution cette année pour cette 6e conférence de reconstitution. Je rappelle que les États-Unis donnent un tiers, 30% du Fonds mondial. Donc plus les États sont généreux, plus les États-Unis automatiquement augmentent leur contribution. Donc c'est aussi un autre enjeu. Et puis je rappelle que la France est depuis toujours le 2e contributeur du Fonds mondial. Ce matin, il y avait des organisations de lutte contre le sida qui nous disaient, ils s'inquiètent, ils ont rencontré le président hier, ils s'inquiètent que le compte n'y soit pas. Qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, notre objectif, c'est évidemment de reconstituer plus que la précédente conférence en 2016. Nous avions fixé un objectif ambitieux de 14 milliards de dollars. C'est un défi car beaucoup de pays ne voient plus cette épidémie comme un danger majeur. On sent bien qu'il y a moins de mobilisation dans la société civile et la France a voulu être le fer de lance de cette lutte contre les 3 grandes pandémies. C'est un challenge qu'a voulu relever le président de la République française parce que nous pensons que la santé est un bien commun et nous sommes très attachés à cette diplomatie du bien commun. C'est ce que nous devons pour lutter contre les inégalités dans le monde. C'est aussi une façon de favoriser la stabilité dans les pays. C'est aussi une façon de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, promouvoir la santé sexuelle, réduire les stigmatisations, les discriminations. Et tout cela, ce sont évidemment des valeurs très fortes pour la France. Un engagement d'ailleurs du président de la République lors du G7 cette année qui s'est tenu à Paris. On en vient à notre reportage du jour consacré à la lutte contre l'alcoolisme en Russie. Depuis plusieurs années, les autorités locales tentent de s'attaquer à ce véritable problème de santé publique. Mais la réglementation est souvent contournée par des commerçants et surtout par le marché noir sur lequel sont vendus des produits contrefaits et bon marché. Voyez ce reportage à Moscou de Galina Polonskaya avec Maxime Yos-Duplan. Russie sobre, c'est ce qui est écrit sur le sweatshirt d'Anton.
Cet étudiant russe de 21 ans lutte depuis son adolescence contre l'alcoolisme. À l'époque, il vivait à Novi Urengoy, une ville du nord de la Russie où la consommation excessive d'alcool est monnaie courante. Anton, voyant comment l'alcool détruit des vies, a rejoint ce mouvement très particulier. La situation actuelle me fait enrager. Les lobbyistes de l'alcool disent que tout va bien, mais on peut acheter de l'alcool partout et n'importe quand. Notre objectif aujourd'hui est de traquer la vente d'alcool après 23 heures et faire punir les contrevenants. La loi russe, en effet, interdit la vente de boissons alcoolisées la nuit, mais de nombreuses échoppes sont en infraction. Il est presque minuit à Moscou. Anton vient d'acheter cette bouteille de bière qui servira de preuve à la police. Le vendeur est emmené dans un poste de police et devra payer une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Cette loi fait partie des mesures prises par l'État pour réduire la consommation d'alcool en Russie. Le rapport de l'OMS indique qu'il a chuté de 43% entre 2003 et 2016. Le chef du mouvement Russie sobre convient que le pays boit moins, mais il rappelle que toutes les données ne sont pas prises en compte. La consommation d'alcool contrefait, par exemple. En Russie, Internet est une véritable grande surface de l'alcool contrefait et les prix pratiqués défient toute concurrence. L'année dernière, le chiffre d'affaires de ce marché noir a dépassé les 30 millions d'euros, soit une hausse de 23% par rapport à 2017. Cette vente illégale constitue un réel danger pour la santé. Chaque année, plus de 100 000 Russes demandent une aide médicale après avoir bu des alcools forts, contrefaits. L'affaire la plus grave d'empoisonnement au mauvais alcool a eu lieu à Irkoutsk en 2016, avec la mort de 62 personnes. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Voici, comme chaque jour désormais, un tour d'horizon de l'actualité vu par nos confrères des autres éditions linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Notre bureau portugais revient sur les tractations politiques en cours à Lisbonne après la victoire dimanche du Parti socialiste lors des élections législatives. Le Premier ministre sortant, António Costa, est sorti renforcé mais toujours sans majorité. Il a entamé les discussions avec le bloc de gauche et le parti animaliste en vue de former son gouvernement. La Corte Suprema de Colombia a dado un paso más hacia la imputación del expresidente. Nos confrères espagnols s'intéressent à l'ex-président colombien Álvaro Uribe qui a été entendu à huis clos par la Cour suprême dans une affaire de fraude. L'ex-dirigeant est soupçonné d'avoir tenté en 2012 de soudoyer des témoins contre un opposant politique. Sera-t-il jugé? C'est sur cette question que les magistrats de la Cour suprême vont devoir trancher. En un discurso con tintes de mitin politico. 24 ore di sciopero e 200 voli cancellati per Alitalia nel mercoledì. Enfin, notre bureau italien se penche sur la crise chez Alitalia. Des dizaines de vols ont été annulés en raison d'une grève. Les syndicats s'inquiètent alors que l'avenir de la compagnie en grande difficulté financière demeure toujours très incertain. Nos confrères rappellent le contexte de crise qui touche plusieurs compagnies aériennes en ce moment. Ora è stato il turno della francese Aigle Azur che ha lasciato a terra 13.000 passeggeri. C'est un peintre pas comme les autres et dont les toiles se vendent à prix d'or. Ce peintre s'appelle Congo et c'est un chimpanzé dont les talents artistiques avaient éveillé la curiosité de Picasso. L'animal est mort dans les années 60 et aujourd'hui, certaines de ses toiles pourraient se vendre des dizaines de milliers d'euros. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.